Salut à tous, vous êtes sur le podcast de l'Onironaute qui parle de capacité cérébrale, d'hypnose, d'auto-hypnose, du monde de l'esprit, du monde des rêves lucides, de la conscience, de la mémoire et tutti quanti, enfin beaucoup de choses qui sont somme toute plutôt liées. Moi c'est Pierrot, je suis auteur de livres, auteur de blogs, auteur de chansons et surtout auteur d'hypnose fictionnelle. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que l'hypnose fictionnelle et que le terme vous intrigue, vous pouvez aller voir sur onigate.com. Aujourd'hui on va parler de réalisme. Alors déjà au préalable il faut quand même parler du fait que le cerveau ne fait pas vraiment la distinction entre la réalité et la fiction. Et ça, c'est une donnée qui est un petit peu hyper intéressante. Parce que on peut se demander qu'est-ce que la réalité à partir du moment où deux personnes différentes ne vont pas percevoir la même réalité. On a, si vous voulez, une perception de la réalité qui est très caractérisée par nos biais cognitifs, par nos croyances, par nos valeurs, par le fait qu'on sorte de la piscine avant et qu'on est fatigué et qu'on a mal aux pieds, ou par le fait qu'on a envie d'aller boire une limonade en terrasse, ou par le fait qu'on sorte du boulot. Enfin bon, bref, il y a plein de paramètres qui nous font voir la réalité d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, même à l'échelle de nous-mêmes, la réalité ne nous apparaît pas toujours pareille. C'est pas stable. C'est pas fixe, elle est relative la réalité. Non, je suis pas en train de dire que la réalité n'existe pas, que un caillou n'est pas un caillou ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus simple. C'est comme on n'a pas des perceptions pareilles les uns les autres, du coup il va y avoir des différences si on s'amusait à tous décrire ce même caillou tangible et manipulable et lançable dans un lac. Vous connaissez sans doute l'histoire qui est la métaphore idéale. Vous avez 5 ou 6 personnes autour d'un éléphant. Il y en a un qui touche la jambe de l'éléphant, l'autre qui touche sa trompe, l'autre qui touche son flanc, l'autre qui touche son oreille. Et ils ont tous les yeux fermés, on leur demande de décrire à quoi ressemble un éléphant, et évidemment ils vont tous faire une description différente. Ben voilà, la réalité c'est pareil que l'éléphant. Et ce qui est vraiment cool dans la vie, dans l'existence, c'est que on peut influer sur cette perception. On peut déjà augmenter notre perception ou avoir une meilleure acuité, ou on peut apprendre à aller au-delà de nos biais cognitifs, ou on peut apprendre à se servir aussi de nos représentations mentales d'une meilleure manière. On peut optimiser notre façon de penser. Enfin, il y a plein de manières d'agir sur cette perception de la réalité. Vous savez que cette perception de la réalité, elle évolue toute la vie. C'est pour ça que des personnes d'un plus grand âge ont parfois une perception de la réalité qui est plus fine et plus subtile de la réalité. Alors, donc nous, on va parler de réalisme uniquement sous le prisme fictionnel, c'est-à-dire dans tout ce qui a trait à la fiction. Alors, qu'est-ce que le réalisme dans la fiction ? On va commencer par l'art, la peinture, le dessin. Parce que même les gens qui ne sont pas spécialement passionnés ou cultivés par l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture, savent qu'il y a des tableaux qui sont plus ou moins réalistes. Il y a des courants artistiques qui sont allés à fond dans le réalisme. Il y a des courants artistiques qui sont nés d'un détournement du réalisme en pensant que, à juste titre, que la réalité était autre que la manière dont elle était présentée par le passé. Je pense à Picasso qui a participé à inventer le cubisme avec Cézanne, ou bien sûr aux impressionnistes qui ont su montrer un aspect de la réalité plus organique, plus sensoriel, plus flou. Alors dans le dessin aussi, il y a cette notion de réalisme qui est importante. Souvent les enfants sont très impressionnés par les dessins réalistes parce que les enfants ont un petit peu l'instinct du dessin. Ils arrivent, c'est un petit peu leur premier moyen d'expression, et assez jeunes, ils arrivent à exprimer des idées et des émotions à travers leurs dessins.
Et quand ils voient un dessin un petit peu réaliste, ils sont très impressionnés parce que ça leur laisse entrevoir les possibilités qu'ils pourraient obtenir en apprenant ces techniques. Je pense par exemple à la technique des ombres qui donne du relief au dessin, mais aussi à la perspective, bien sûr, qui permet de donner plusieurs plans et de donner de la profondeur à l'image qu'on représente, même si en général le dessin reste plutôt de l'ordre du symbolique, parce que quel que soit le réalisme, on n'essaye pas de reproduire une photographie avec des dessins, chose qu'on peut faire avec de la peinture. Il y a des gens qui font ça très bien et qui réussissent à atteindre un tel degré de réalisme que la distinction avec une photo n'est pas évidente à faire. Alors ensuite, on a le réalisme au cinéma avec, bien sûr, le néo-réalisme italien de à peu près l'après-guerre, je crois, avec les films de Vittorio De Sica, Le voleur de bicyclette notamment, ou les films de Rossellini, Rome, ville ouverte. En quoi c'est réaliste ? Je crois que ça a été appelé le néo-réalisme par rapport à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire que c'était quand même un genre de cinéma plus populaire, plus proche de la vérité, plus proche de la réalité de ce que vivaient les gens, autant au niveau du scénario qu'au niveau de l'image et de la réalisation technique. Ce qui est un petit peu le cas aussi de la nouvelle vague, qui a permis à tout un tas de jeunes réalisateurs de faire de ce qu'on appelait le cinéma d'auteur, c'est-à-dire un cinéma plus personnel, plus facile à faire, parce que à l'époque c'était très très difficile de faire des films, et d'aller vers plus de réalisme justement, et aussi à la manière des cubistes en art, c'est-à-dire à transcender ce réalisme, c'est-à-dire de pouvoir montrer une autre facette de la réalité à travers un montage plus expérimental, des scénarios innovants qui ne ressemblaient pas du tout aux histoires qu'on racontait avant la nouvelle vague. Et donc à plusieurs niveaux, il y avait un autre traitement de la réalité. Mais sinon, pour moi, le réalisme au cinéma, il y a les frères Dardenne qui sont, selon moi, représentatifs de ce que serait le cinéma réaliste dans sa forme la plus réussie. Je suis assez fan de tous leurs films, je crois avoir vu tous leurs films. Donc là, on a beaucoup de réalisme, notamment social, dans des histoires en général assez simples, mais qui peuvent parler à tout le monde et qui montrent aussi que les gens du réel, entre guillemets, ont aussi des vies avec des drames et des situations difficiles à dénouer. Et d'ailleurs, les frères Dardenne ont l'habitude d'employer de très très bonnes actrices et de très très bons acteurs qui vont pouvoir apporter ce degré de réalisme à leur façon de parler, à leur incarnation du personnage. C'est pas des films où ça va surjouer, où ça va en faire des caisses. Ça va être tout en subtilité dans quelque chose de réaliste, justement. Alors ensuite, le réalisme dans la littérature. J'ai pris un exemple très parlant. J'ai eu une très grande émotion à lire un livre qui s'appelle La fin des temps de Haruki Murakami. Et j'ai choisi cet exemple pour parler du réalisme parce que justement, il y a une illustration dans ce livre de ce qu'on peut faire avec le réalisme, parce que dans cette histoire, il y a un monde onirique, donc un monde qui n'existe pas, ou plutôt un monde qui n'existe que dans la tête d'un personnage. Et ce monde est décrit d'une manière très réaliste, avec beaucoup de soins apportés aux détails, aux sensations, à la qualité de la lumière, aux odeurs, aux ambiances, aux températures qu'il peut y avoir dans ce monde. Et l'auteur réussit quand même la prouesse d'arriver à nous faire exister des licornes. Oui, j'ai dit bien des licornes. Et je spoile pas particulièrement le
le bouquin parce que c'est un détail de l'histoire, c'est pas central, mais il y a effectivement des licornes qui existent et on a l'impression que c'est un vrai troupeau de licornes. Et quand on referme le livre, on se dit waouh, quand même, il a réussi à me faire exister des licornes, quoi. À chaque fois que je repense à ce bouquin, j'ai plein d'images qui me viennent dans la tête. Sinon aussi, il faut parler du réalisme fictionnel à travers La recherche du temps perdu de Marcel Proust, mais je vous en avais déjà touché 2 mots en vous disant que je ferai un podcast exprès sur la recherche. Mais c'est pas encore le sujet, donc on va passer ça de côté, si ce n'est que là aussi on a la fonction réaliste de l'écriture qui atteint des proportions incroyables. Enfin, c'est une écriture incroyablement prégnante, c'est-à-dire que Proust a la capacité de nous mettre dans des situations où on a vraiment l'impression d'y être, quoi. Vous êtes complètement plongé au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, avec toutes les perceptions qui vont avec. Vous avez l'impression de voir autour de vous les habits de l'époque, les odeurs, les lieux, les villes, les architectures, les véhicules qui passent. Bref, au niveau réalisme, ça vaut son pendant de cacahuètes de réalisme. Donc là aussi, ouais, bon délire. Aussi, je voulais parler de réalisme dans les jeux vidéo parce que ça fait un petit peu partie de l'ADN du jeu vidéo depuis sa création de chercher à atteindre un certain réalisme, et l'aventure n'est pas finie, mais c'est vrai qu'on est en 2020 et personnellement, je ne suis pas du tout gamer et j'ai raté la plupart des jeux vidéo de l'histoire du jeu vidéo, même si je l'étais un petit peu quand j'étais enfant. En fait, je me suis vite dit que j'allais y passer trop de temps dans ma vie, donc j'ai toujours un petit peu considéré les jeux vidéo comme quelque chose qui allait me faire perdre trop de temps. Mais il m'est arrivé récemment d'installer et d'essayer des jeux un petit peu récents, comme par exemple Tomb Raider, qui est sorti en 2016 ou 2017. Je crois que c'est déjà plus le dernier, mais bon. Et j'étais vraiment stupéfait par le réalisme. Moi, j'en étais un petit peu resté à des jeux de l'époque de la Super Nintendo ou quoi. Et là, vraiment, j'ai pris ma claque en voyant la qualité des lumières, des textures, des paysages, le tout dans une 3D hyper fluide qui marche trop bien. J'étais vraiment épaté par le réalisme de ce jeu vidéo, et j'ai pu essayer là pendant le confinement The Witcher, et là aussi, waouh, il y a quand même des sacrés talents qui bossent pour nous recréer des univers réalistes jusqu'au brin d'herbe près, jusqu'à la flaque, jusqu'à plein de détails, de grains de peau, de fluidité de mouvement, de 3D, de perspective, de paysage. Enfin bref, c'est vraiment du délire rien qu'en soi. Même si on n'est pas trop branché vidéo, c'est déjà quand même une expérience à vivre. Enfin, et on retrouve la thématique centrale de ce podcast de l'Onironaute. Qu'en est-il du réalisme en termes d'hypnose ? Parce que oui, l'hypnose a aussi un enjeu avec le réalisme, puisque l'hypnose est une méthode qui va nous permettre d'utiliser nos capacités psychiques à concevoir des images, des sons, des sensations, des perceptions, et à s'en faire un récit, à s'en faire des histoires, à faire remonter des souvenirs, à débloquer des problématiques. Ça, c'est plutôt dans la partie thérapeutique de l'hypnose, mais vous savez qu'ici, on défend une autre approche de l'hypnose, plus ludique, plus narrative, plus fictionnelle, et dans cette approche-là, il y a énormément de choses à faire en utilisant l'hypnose pour arriver à des fins réalistiques. On peut utiliser l'hypnose pour renforcer
le réalisme d'une expérience psychique. Alors qu'est-ce que c'est une expérience psychique ? Moi j'appelle ça une expérience onirique. En ce qui me concerne, c'est comme des exercices que je pratique depuis 2015, qui sont des aventures que je vis dans ma tête, avec des perceptions dans ma tête. Tout se passe dans ma tête. Il n'y a rien qui est réel au sens de la réalité tangible, mais la qualité de ces expériences vient du fait que j'arrive plus ou moins à rendre réel cet environnement. Donc quand on pratique l'hypnose fictionnelle, comme quand on fait des expériences oniriques ou quand on fait des rêves lucides intentionnels sans dormir, il y en a qui le font, c'est dans tous ces domaines-là qu'on va avoir besoin d'augmenter le réalisme de nos projections mentales. Et alors là, il y a plein de manières. Il y a un peu l'embarras du choix parce que il y a, en général, quand on prend le temps de bien concevoir un détail, ça permet de se générer automatiquement d'autres détails. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo qui aurait déjà été écrit et conçu. Notre imaginaire, il marche un peu comme ça. C'est-à-dire que si par exemple, vous fermez les yeux, vous imaginez de l'herbe, vous voyez de l'herbe de près qui bouge un peu parce qu'il y a une petite brise comme ça, donc l'herbe bouge et vous allez prendre le temps de bien voir ça, sentir cet élément imaginaire et quelque part ça va vous mettre à un niveau de détail où tout le reste va suivre. C'est-à-dire quand vous allez lever la tête dans votre imaginaire, vous allez voir toute la pelouse qui est sous la brise. Vous voyez, vous allez voir une colline avec le même niveau de détail derrière, vous allez voir un arbre, et vous n'aurez pas besoin de voir toutes les branches une par une pour les concevoir dans votre imaginaire, et que ça soit réaliste. Vous aurez simplement besoin, par exemple, de vous attarder un peu sur une branche. Il y a une branche dont vous allez voir les feuilles, les ramifications et un petit peu les détails. Et puis, quand vous allez reculer votre attention, vous aurez tout l'arbre qui sera relativement réaliste et relativement... Mais ce n'est pas la seule manière d'apporter du réalisme à vos projections oniriques. Il y a aussi la qualité de votre induction en hypnose, quoi. C'est sûr que si vous prenez bien le temps de vous mettre en état de conscience modifié, d'hypnose, vous serez d'autant plus immergé dans un univers prégnant et réaliste. Ensuite, il y a la notion de mouvement. C'est vrai que une fois que vous êtes dans votre rêve, si vous entrez dans un certain mouvement, par exemple vous courez, vous volez ou vous vous déplacez dans un décor qui bouge, eh bien ça va... en fait, l'attention que votre cerveau porte à ces choses imaginaires va se faire un petit peu automatiquement et vous aurez l'illusion du réalisme par la vitesse, par le mouvement. Donc ça peut être bien et pas bien parce que moi, à certains moments, j'étais un petit peu frustré de toujours passer par le mouvement et à chaque fois que je faisais une expérience onirique, je me déplaçais en volant, ou alors j'allais vite, ou alors je passais dans des couloirs, ou alors j'avais des chemins, j'avais des choses très spatiales parce que ça m'aidait à faire exister l'univers fictionnel. Mais j'étais un peu frustré parce que j'avais envie d'arriver à une qualité de prégnance en passant par l'immobilité, par des choses plus simples, ou sans qu'il se passe forcément d'actions rocambolesques pour vivre un truc imaginaire, quoi. Et c'est aussi possible, c'est peut-être un petit peu plus difficile, il faut peut-être prendre un petit peu plus de temps pour y arriver, mais on peut tout à fait reproduire une certaine prégnance, un certain réalisme dans notre univers fictionnel sans forcément bouger dans tous les sens, quoi. Il y a aussi la prégnance des couleurs. Disons que la couleur va apporter du réalisme, mais c'est juste des paramètres, c'est pas ça qui va vraiment déterminer le réalisme. En tout cas, c'est souvent en jouant, en s'amusant avec ces paramètres-là qu'on a d'excellentes surprises. Des fois, on est juste en train d'ajuster, par exemple, on a envie de rajouter du vent là où on est, ou de la pluie,
Et puis, ça va vraiment nous renforcer l'onirisme. Et puis après, ça peut passer aussi par un petit peu le scénario, on va dire, de ce que vous vivez. Mais ça, en gros, une histoire qui vous émeut va vous amener plus facilement du réalisme. Mais c'est bien d'aller chercher vous-même le réalisme dans quelque chose qui ne vous émeut pas ou qui ne vous touche pas. Juste pour un petit peu prendre goût au réalisme imaginaire, prendre goût à la conception onirique qu'on peut avoir, et qui est une capacité qu'on a tous, et qui ne demande qu'à être développée, les amis. Et c'est ça qui est bon. Alors vous attendez quoi pour vous y mettre ? Allez, trêve de bavardage. Après ce podcast, je veux que aujourd'hui, au moins aujourd'hui, vous ayez fait 5 minutes d'expérience onirique en pensant au réalisme. Concevez votre réalisme, faites votre réalisme, concevez-vous vos réalités dans la tête. Et si vous pouvez, écrivez ce que vous avez vécu parce que ça vous sera très utile par la suite pour continuer. L'idée, c'est toujours de continuer. Hein. C'est comme le ukulélé. C'est bien beau d'apprendre un accord ou deux de ukulélé, mais si on ne continue pas, si on ne reprend pas l'instrument de temps en temps, ça sert à rien. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode du podcast de l'Onironaute. Je vous rappelle que sur le site onigate.com, vous allez retrouver un petit peu plus de détails et de précisions sur ce qu'est l'hypnose fictionnelle et les expériences oniriques guidées et tout. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement bien de s'inscrire à la lettre de l'Onironaute qui est la newsletter d'Onigate. A bientôt à la prochaine mes amis Onironautes, portez-vous bien les réalistes.